Donc aujourd'hui, je suis avec Pierre, qui est donc comédien et qui a accepté de nous parler de son expérience, notamment à propos de la dissociation. L'idée, ça va être vraiment aujourd'hui de mettre en lumière ce symptôme qui est assez méconnu du grand public, de comprendre vraiment comment ça fonctionne et de comprendre surtout que ça touche beaucoup de gens et qui n'en parlent pas forcément, qui le gardent pour soi parce que c'est des symptômes qui sont assez effrayants et assez bizarres. Et donc du coup, j'ai demandé à Pierre, qui a vécu des expériences similaires, de nous en parler aujourd'hui. Donc Pierre, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment c'est arrivé? Tu vois, comment c'est arrivé, à quelle période de ta vie, explique-nous un peu qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi de ces symptômes dissociatifs, de la dissociation. Alors en fait, moi, il se trouve que c'est arrivé au moment de ma vie où j'étais justement, entre guillemets, au top, où tout allait bien financièrement, tout allait bien psychologiquement, j'étais en bonne santé, j'avais beaucoup de projets à ce moment-là d'ailleurs. Et c'est arrivé à ce moment-là. C'est même pas arrivé à un moment où finalement j'avais des doutes, où je me sentais mal, etc. C'est arrivé à un moment où tout était parfait, entre guillemets, dans ma vie. C'est arrivé donc en 2015. J'ai d'abord commencé à me sentir un petit peu de moins en moins motivé. Ça a commencé comme ça, de moins en moins motivé. Et en quelques jours, c'est descendu extrêmement rapidement. Et il y a un matin où je me souviens toute ma vie en fait, de ce moment-là. Je me suis réveillé un matin, c'était un samedi matin de janvier 2015 d'ailleurs. Et je me suis levé et je me suis dit, déjà physiquement il y avait un bug au niveau de ma vision, je me suis dit, ah non mais il doit y avoir un truc et je me suis dit, putain ça se trouve j'ai été drogué hier soir en soirée, c'est très bizarre, je me sens extrêmement bizarre. Je me suis dit bon, après une bonne douche ça va aller mieux, je me lève, je me revois tout à fait, je me souviens tout à fait de tout, en fait, du temps qu'il faisait, c'est un cauchemar en fait. En fait je me suis réveillé dans un cauchemar, comme si finalement je me réveillais et que j'étais encore dans un rêve, dans un truc... Ouais, que tu t'es pas réveillé de ton sommeil quoi. Exactement. Et là je me lève et je me dirige, je fais ma petite vie, je me dirige vers la cuisine et je me dis bon, là il y a un souci. Et je me dis là il y a un souci, je me dis respire et je me suis dit putain, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit je suis fou en fait, il y a un problème au niveau de mon cerveau, plus rien ne va, je ne calcule plus rien, je ne sais plus quel jour on est, si on est, mon cerveau ne savait plus si on était en été, en hiver, un dimanche, un lundi, le soir, le matin, j'étais juste pris dans un tourbillon de sensations totalement inconnues. Puisque finalement plus de sensations, plus aucune sensation. Et alors là tu te dis bah c'est fini, et tu sais j'ai un instinct assez fort pour tout dans la vie et je me suis dit à ce moment-là, Pierre, va falloir être fort. Et ça m'a jamais fait ça de toute ma vie. Je me suis dit il se passe un truc qui est pas normal et même au-delà de cette sensation physique et psychologique, il y a mon inconscient au sixième sens qui m'a dit Pierrot, va falloir être fort parce que là il se passe un truc de grave, qui va changer, qui va bouleverser ta vie. Et c'est une sorte de mort. Là, il se passe un truc très grave et je savais pas comment l'expliquer, pourquoi, comment, est-ce que c'est... Moi je me disais pourquoi mon inconscient me dit ça, pourquoi mon physique me dit ça, pourquoi ma vue, ma perception, plus rien n'allait. Je me suis dit il se passe un truc de grave dans ta tête. Soit t'es en train de faire un AVC, soit t'as une tumeur au cerveau qui vient de toucher un nerf, un truc hyper grave. Et en tout cas, il y a une déconnexion, je ne ressentais plus rien. Je ne savais plus l'expression où j'habitais, qui j'étais. C'était fini, c'était rideau, je n'avais plus aucune sensation qui sortait de mon corps. Tu avais une perte de cadre spatio-temporel en fait. Tu m'as dit aussi expliqué que tu n'avais plus cette notion du temps, ce qu'on appelle la déréalisation. Du coup, tu perds la notion du temps, la notion de l'espace, où on est, quelle période, quelle année, quelle saison. Exactement. Et puis tu m'as dit que plus rien qui marche. Puis tu m'as dit aussi également que tu avais même carrément fait des tests genre IRM, scanner pour vérifier. Ah bah ouais, bien sûr. Je me suis dit là tu te prends en charge tout de suite. Enfin tu te prends en main parce que là tu vas finir à l'HP. Tu vas te flinguer ou finir à l'HP parce que là c'est invivable de sentir comme ça.
de te sentir comme ça. Du coup, j'ai fait une batterie de tests. Je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, donc j'ai fait des batteries de tests pour voir si j'avais pas un problème justement au cerveau, au niveau de la vision, ou même une tumeur derrière un œil ou quelque chose. Parce que moi je pensais que c'était physique, j'avais pas vraiment compris au début. Ouais, physiologique, ouais. Ouais, je me suis dit c'est plus un nerf qu'un truc. Enfin, je savais pas, j'étais perdu. Du coup, batterie de test pour voir effectivement s'il y avait pas une tumeur au cerveau, batterie de test, voir s'il y avait pas un problème au niveau même de l'équilibre des oreilles ou une tumeur au niveau des oreilles. J'ai fait une batterie de tests et tout était négatif. Tout était non monsieur, non, tout va bien, tout va très bien. Détendez-vous, vous êtes juste un peu stressé en ce moment. C'est ça, et c'est là que tu comprends que c'est d'un autre ordre, voilà, à savoir psychique. Exactement. Et quand tu vois des médecins qui te disent, même ORL, j'ai fait pareil, une batterie de tests, ORL, etc. Et quand tu as les ORL et les médecins qui te disent monsieur, détendez-vous un peu, vous êtes jeune, vous êtes vaillant, vous êtes beau, ça va aller mieux. Tu te dis ok, je vais devoir gérer tout seul. Là, tu comprends. C'est ça. Je vais devoir. T'es tout seul dans la merde, quoi. Enfin, c'est à ce moment-là, parce que tu sais, moi, on m'aurait dit, c'est normal. Ça s'appelle ça, vous avez ça, exactement. Ça va aller mieux. Il y a un traitement qui existe pour vous accompagner. Frérot, ok, nickel, je me laisse aller. Oui. Là, mais non, mais t'es dans un cauchemar. Tu es dans un cauchemar en mode où t'as tous les docs qui te regardent en mode, mais vous êtes complètement dingue. Mais non, mais tout va bien. Pourquoi vous Mais non, mais pourquoi vous Mais non, mais détendez-vous, prenez une tisane, couchez-vous, buvez de l'eau. C'est un truc de moi, j'étais en train de mourir à l'intérieur. En mode, aidez-moi. Non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Ouais, tu captes que tu vas être seul au monde, que tu vis un cauchemar qui est invisible pour les autres, que tu es seul dans toi-même et que la seule personne qui pourra changer quelque chose, c'est toi. C'est toi. Et ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Parce que quand déjà tu ressens le truc le matin en te réveillant, et finalement tu découvres au fur et à mesure des jours et des semaines après que ça ne change pas. Et que le cauchemar se prolonge. Et que le cauchemar se prolonge, et qu'aucun doc ne te dit on va vous prendre en main, ne vous en faites pas. Tu dois gérer tout seul. Ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Tu dois gérer tout seul. C'est ça. Et moi, ma question, c'est parce qu'en général, ce genre de symptômes, donc on le rappelle, les symptômes dissociatifs, on sait que ça a lieu en particulier après un traumatisme. Quand on a un choc, comme j'expliquais dans ma première vidéo, il y a un choc, on a un trauma ou autre, justement, et c'est là où j'aimerais savoir dans ton cas. Et puis, on a cette dissociation où, comme je disais, le cerveau se déconnecte du corps, il se met un peu en mode survie, et en fait, précisément, c'est le cerveau reptilien qui va s'activer, l'amygdale, qui est au centre du cerveau et qui se déconnecte du cortex préfrontal. Ok, voilà, tu m'apprends un truc. Voilà, ça c'est physiologiquement, c'est ce qui se passe dans le cerveau quand on vit la dissociation. Et moi j'aimerais savoir dans ton cas, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Tu m'as parlé d'une dépression, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui a été déclenché ? Alors en fait, si tu veux, j'ai toujours été un enfant anxieux. J'ai toujours été un gamin sensible, anxieux, empathique, mais extrêmement anxieux. Donc j'ai toujours grandi avec cette anxiété qui, je pense, est génétique. Je sais que ma maman a toujours été anxieuse, ma grand-mère a toujours été anxieuse. Donc j'ai toujours été anxieux étant gamin. Sauf qu'au final, cette anxiété, elle a un peu disparu avec l'adolescence, quand tu deviens un garçon, un homme, et tu commences à t'intéresser à des choses auxquelles tu t'intéressais pas quand tu étais plus gamin. Et finalement, ton esprit s'ouvre à plein de trucs, et il y a une sorte, pour ma part, il y a eu une sorte de mise de côté de cette sensibilité, de cette angoisse que j'ai toujours eu étant gamin. T'as un peu ignoré ça, quoi. Ouais, j'ai ignoré ça. J'ai ignoré ça. Mais en même temps, la vie faisait que je pouvais me permettre de l'ignorer parce que j'allais bien, au final, je vivais bien. Et peut-être qu'elle était, au final, le fait de l'ignorer, ça l'a un petit peu effacé en moi, cette anxiété. Donc ça s'est mis de côté. Et j'ai l'impression que justement, cette explosion, cette goutte d'eau, finalement, malgré tout, en 2015, ce matin où je me suis réveillé, est arrivée, cette goutte d'eau est arrivée. La dissociation, exactement, est arrivée au moment finalement où j'allais le mieux dans ma vie et j'avais enfin un équilibre, c'est-à-dire un truc stable, parce que je me sentais bien, les personnes avec qui j'étais dans ma vie, même c'est con, mais le côté même matériel, j'étais enfin posé. C'est comme si mon corps m'avait dit bon, Pierre, maintenant t'es en safe place, tu peux exploser. Tout ce que t'as eu en toi et que t'as eu peur peut-être de faire exploser, et ben là tu peux te le permettre. Tu peux te permettre de enfin ressentir et de faire totalement exploser le truc, mais explosion totale, parce que t'es en safe place. Et le lieu, et je te dis, les personnes qui m'entouraient, tu peux te lâcher. Parce que, ce que j'avais un peu omis de te dire avant, c'est que j'ai eu une enfance un peu compliquée, une relation avec ma maman qui était assez conflictuelle. C'est-à-dire que j'avais une maman qui
pouvait être la meilleure des mamans. Et j'ai une maman qui pouvait aussi être beaucoup plus dure sur beaucoup de points. Une relation très compliquée entre elle et moi. Et je pense que finalement, à ce stade de ma vie, j'étais peut-être plus dans ce cocon familial, mais j'étais dans le cocon d'adulte. Ouais, c'est ça. Et une sécurité, peut-être un truc qui me rassurait un peu plus et qui a fait que je me suis lâché à ce moment-là et que mon mental s'est lâché à ce moment-là et m'a dit vas-y maintenant explose et assume le truc que t'as en toi et vis-le, parce que s'il sort pas maintenant, ça se trouve ça va sortir 10 fois plus fort à 60 piges. C'était le moment en fait. Voilà. Je pense que c'est le moment. C'était le moment pour ton inconscient de laisser ressurgir en fait les blessures de l'enfance. Ouais, donc toi dans ton cas la dissociation, moi c'était lié à des traumas ponctuels. Enfin, il y a l'enfance aussi, remarque dans mon cas, mais toi en tout cas dans ton cas, toi t'estimes que cette dissociation ça survient d'événements qui ont été dans la durée liés à ton enfance du coup. Il n'y a pas eu d'événements, genre parce que souvent les gens soit ils vivent un viol ou un attentat. Non mais t'as raison, et justement. Une catastrophe naturelle. C'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, non, effectivement. Je pense que c'est un amas de choses qui se sont accumulées. D'angoisse de l'enfance, exactement. Il n'y a rien eu en adulte. Effectivement, il m'est rien arrivé de grave comme ce que tu as pu évoquer à l'instant. Je pense que moi, c'est un cumul. C'est intéressant de voir. C'est un cumul de choses qui ont explosé à un moment donné. Mais effectivement. Et cette dépression, alors elle est. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit dernièrement sur la dépression, sur le fait que ça touche beaucoup de monde, ce genre d'épisode-là dépressif. Et la dépression, c'est une maladie, c'est quelque chose de très dur à traverser, qui nous change, qui fracture l'identité aussi, d'une certaine manière, comme la dissociation. Et du coup, dans ton cas, la dépression, elle est arrivée avant ou elle est arrivée après cette dissociation ? Elle est arrivée après. D'accord, donc la dépression a découlé de la dissociation. Ouais, elle est arrivée après, J'ai d'abord eu cette panique physique, en mode je ne réponds plus de rien, qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends plus rien. Et c'est après qu'elle s'est installée. C'est ça. Et là j'ai déclenché des crises d'angoisse extrêmement fortes, plus la dépression, par-dessus tout ça. Et la dissociation, t'as eu au début tu dis, je sais pas si ça t'a fait ça, tu te dis ça va passer, t'attends quelques jours. Et il y a même des jours où il y a des petits regains de... c'est bon, c'est fait. Et tu dis ça y est, et puis là le cerveau il se remet, il se rebloque. Et putain, le lendemain matin tu te réveilles, oh putain c'est pire en fait. C'est pire, Et il y a eu des petits moments comme ça où tu dis, ah mais c'est mieux, ça y est. Et tu dis à ceux à qui t'en avais parlé, ça y est. En fait non putain, bam, 2 jours après en fait ça revient. Et tu te rends compte que ça partira pas tout de suite, ça passe pas. Il faut t'habituer mentalement que cet état dissociatif va rester pendant un moment. Exactement, moi j'ai eu l'état dissociatif, j'ai eu les crises d'angoisse, mais costauds, les crises de terreur même j'appelais ça, parce que c'était des crises de terreur. Aiguës quoi. Aiguës. Et genre tu brûles, ton corps qui t'a l'impression que tu vas mourir quoi. Tu vas mourir, ton corps il part. J'étais vert, je me voyais dans la glace, j'étais vert. T'imagines des crises de tétanie. Exactement, donc dissociation, crise d'angoisse et la dépression arrive après. C'est installé gentiment mais sûrement après, Ouais, c'est ça. Souvent, c'est lié en fait. Les troubles anxieux, souvent, peuvent déclencher des dépressions qui s'installent. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, comment t'es sorti de tout ça ? Qu'est-ce qui t'a permis de te réassocier ? Qu'est-ce qui t'a permis de sortir de cette dépression et de redevenir toi-même d'une certaine manière ? De te retrouver ? C'est intéressant. En fait... j'ai fait, vu que personne ne m'expliquait ce qui se passait et que tout le monde disait mais non repose-toi ça va aller mieux etc, je me disais, j'ai fait énormément de recherches comme toi aussi tu m'as dit, j'ai fait beaucoup de recherches sur justement sur ce que signifiait mon état psychologique. J'ai fait des recherches, j'ai vu des trucs, des conférences au Canada, j'ai lu des livres qui n'étaient pas directement là-dessus mais qui avaient des passages où ils expliquaient et je me disais c'est ça. En fait j'ai essayé de récolter un maximum d'indices et d'infos afin de comprendre, parce que je savais que j'étais pas au bout d'un moment j'ai compris que j'étais pas totalement dingue, mais que c'était dû à un truc mental, peut-être un truc de survie, et j'attends à me dire petit à petit, mais est-ce que finalement c'est pas une sorte de pause du cerveau effectivement qui te protège, qui te dit que t'es tellement dans le mal, ton corps il est tellement dans le mal, même le cœur qui bat, la crise de terreur H24, même rien que pour se lever, pour aller se doucher. Et je sais qu'il y en a qui disent mais la dépression c'est juste t'es pas motivé. Non en fait la dépression je sais que moi je faisais des crises de terreur juste à l'idée de me lever pour aller me doucher, de manger, tout était horrible, respirer c'était horrible, le moindre. Je me souviens un matin même,
en janvier, enfin en février, me faire réveiller par un petit bruit d'oiseau, tu sais, un petit merle. Tu sais, parfois en fin janvier, début février, t'as des merles qui commencent, enfin tu sens, il y a un truc qui se passe, c'est pas le printemps encore, mais il y a un truc qui se passe. Un renouveau. Voilà, ce qui est normalement hyper agréable, t'entends un merle. Et moi j'ai fait une crise d'angoisse, l'une de mes pires. L'une de mes pires crises d'angoisse, c'était lorsque j'ai entendu ce merle. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais chaque chose me terrorisait. Et là, le fait de me dire, putain, le printemps n'est pas loin. Le merle commence à chanter. J'ai tout compris. Mais moi, je suis dans la merde. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est exactement ce que j'allais te dire. Pire que l'hiver à partir du printemps. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que le monde continue. C'est ça, le monde continue. Et toi, t'es figé dans une putain de bulle, dans une putain de substance, dans un cauchemar qui ne finit pas. Exactement. Ouais. Et du coup, ça augmente l'angoisse. Et d'ailleurs, il y a des dépressions qui se déclarent juste avant l'été. Parce qu'en fait, pendant l'été, t'es censé être heureux, t'es censé être au top. Et souvent, toi, tu sais que le monde est au top. Le monde, la société est au top parce que c'est printemps, tout le monde est content. Et l'être humain va vers un truc où naturellement tu t'ouvres. Sauf que t'as une pression en mode, Coco, mine-toi parce que tout le monde est bien là, faut que tu sois bien aussi. Sauf que toi, t'es au pire moment de ta vie. Exactement. Et toi, t'es figé, et pendant que le monde continue à avancer, toi, t'es figé dans cette sorte de matière là. Exactement. Ouais. Exactement. Donc c'était, je sais plus ce que tu me demandais. Non, mais du coup, je voulais savoir comment. Mais c'est bien qu'on va revenir sur comment t'es sorti de tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de mettre des mots, tu vois, sur toi vraiment. Si tu devais te dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour toi la dissociation, la déréalisation, la dépersonnalisation. Comment toi tu l'as vécu avec tes mots, genre. Comment je l'ai vécu. Redéfinir ça, pour les gens si je devais trouver genre 2-3 mots qui quelques mots. Vraiment je dirais. Perte totale de sensations, de sensibilité, de sensations en fait, que ce soit le négatif, le positif. Tu deviens un robot, t'es installé, t'es installé. J'avais l'impression moi, d'être un petit corps, un petit truc dans ma tête, tu sais, comme dans Men in Black ou les trucs où t'es un alien en fait, et ta conscience elle est posée là, et au final t'es dans une sorte de robot. Pilote automatique. Exactement. Et tu t'es en survie en fait. Je ne vivais plus, j'étais en survie. Et c'est vrai que c'est dur, parfois t'expliques ça aux gens et c'est vrai que quand tu l'as pas traversé, c'est dur à comprendre. Et moi j'étais en survie totale, j'étais en survie de A à Z, que je me douche, que je déjeune, n'importe quoi, que je parle à quelqu'un. Enfin, j'étais en survie de H24. Et donc je dirais survie, je dirais perte totale de sensibilité, cauchemar sans fin, enfin la mort en fait quoi. Tu sais, la mort, parce qu'il n'y a plus rien de vivant au final dans ta tête, exact, physique ou antérieur, il n'y a plus rien de vivant. Incompréhension, t'es perdu, personne te comprend, personne ne comprend ce qui t'arrive, t'es perdu, t'es tout seul au monde et tu te dis putain, c'est clair. Et chaque seconde, en fait je me souviens que tu sais parfois t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane, t'as plus mal, voire quasiment, t'as moins mal, voire quasiment plus mal au bout d'une demi-heure. Ça, il n'y a pas de click on-off, c'est-à-dire que tu peux pas, genre, rêver d'avoir un bouton en mode. C'est clair. Allez, tu travailles là, bam, c'était juste ça, c'est bon, en fait c'est revenu. C'est ça. Non. Bah non. Il n'y a pas de bouton on-off. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Si ce n'est peut-être, il y a des anxiolytiques à ce qui paraît. Moi, j'ai jamais pris d'anxiolytiques parce que ça m'a toujours stressé, même les antidépresseurs, j'avoue. Parce que j'avais peur de tomber, tu vois. T'as réussi à gérer ça, c'est. Mais merci, mais j'avais peur de tomber, tu vois, dans une sorte d'addiction. Et après, je respecte bien sûr. C'est une peur aussi, c'est une peur importante. Tu rencontres la vraie peur du truc et au final, tu as peur aussi d'un truc qui est censé te protéger. C'est ça. Qui pourrait te faire encore plus sombrer. C'est ça. Et dont on te parle souvent aussi des effets négatifs. Donc t'es terrorisé. Je fais quoi en fait? C'est ça. Je fais quoi? Je dois gérer tout ça, je tombe dingue quoi. Et puis comment je sors de ça? Parce que comme tu dis, il n'y a pas vraiment. Il y a peut-être des solutions temporaires, genre l'anxiolytique, je sais que ça peut faire diminuer un peu ces sensations. Je pourrais t'en parler si tu veux, mais mais du coup, c'est pas une solution, tu vois. Donc, en fait, je vais être honnête avec toi. Comment dire, moi aussi, j'étais totalement contre pour moi, du moins. Je ne voulais pas tomber là-dedans parce que je me suis dit, c'est pas naturel. Je vais essayer de lutter tout ça. Et c'est comment après, exactement. Le souci, c'est que j'étais tellement mal que, au final, je papotais avec un psychiatre qui m'a dit, écoutez, là, Pierre, donc c'est soit vous finissez, vous allez complètement rire parce que là vous êtes vraiment dans une crise de terreur H24 depuis quelques semaines et là j'ai perdu 8 ou 9 kilos en même pas 2 semaines à un moment donné genre. Ah ouais putain. Wow. Et le psychiatre m'a dit moi je vous conseille, vous seriez mon fils ou un ami, je vous dirais écoute Pierre là, teste, fais confiance, juste laisse-toi un peu aller, laisse-toi aller parce que là t'es voilà.
teste un demi-anxiolytique une fois par jour ou un entier si vraiment t'es en crise totale. Carrément. Mais teste, et je sais que j'étais pas censé partir avec des amis enfin bref à Touloum dans un endroit paradisiaque etc à ce moment-là. Ah ouais. Et le problème c'est que moi je leur ai dit non je peux pas partir moi et ils m'ont dit non mais attends t'es fou on a pris du coup je me suis dit bon j'ai pas le choix je suis obligé de partir. Je suis parti au pire moment de j'ai vécu un enfer de A à Z au plus bel endroit du monde et j'étais une algue échouée. Ouais, c'est ça. Et donc heureusement que par contre j'avais ces anxiolytiques qui m'ont quand même bien calmé les crises d'angoisse. Bien sûr. Et voilà, et j'ai débuté, j'ai pas eu le choix à ce niveau-là, j'ai dû débuter les antidépresseurs parce que moi je pouvais pas gérer tout seul, c'était impossible. Bien sûr, et puis d'ailleurs c'est ça où j'y passais quoi. Bien sûr. Bah parce que moi j'ai vraiment la peur de la perte de contrôle et puis de l'addiction, genre le fait de devenir dépendante de ça m'angoissait plus que les je vois ce que tu veux dire. Mais en soi souvent il est recommandé tu vois de se traiter même un traitement médicamenteux parce que c'est vrai que ça prend des proportions tellement grandes que des fois c'est bien aussi de redescendre un palier en termes de marge émotionnelle. T'as tout dit en fait. De toute façon je me suis dit de toute façon t'es au pire, il y a rien qui peut te faire aller mieux, à la rigueur teste un anxiolytique, peut-être que tu iras un peu mieux et ça m'a stabilisé certaines crises d'angoisse. Et moi non plus je voulais pas tomber, surtout pas, je crois que c'est faux à dire mais j'avais presque encore plus peur de tomber accro aux anxiolytiques que d'être en train de mourir comme j'étais en train de mourir psychologiquement et physiquement. Du coup moi je me suis quand même maîtrisé au niveau de la prise et j'en ai pris seulement pendant c'est la seule fois de ma vie où j'en ai pris, j'en ai jamais repris depuis d'ailleurs. C'était une phase quoi. C'était en 2015. J'ai pris et j'en prenais genre un par jour, j'en ai pris pendant je sais pas peut-être 2-3 semaines. Et puis après j'ai arrêté petit à petit et l'antidépresseur que j'ai commencé a fait en sorte que ça m'a régulé exactement. J'ai d'abord commencé par un certain antidépresseur qui je sais pas si on peut dire c'était le citalopram à l'époque qui ne me faisait ni sentir vraiment bien ni mal, ça me stabilisait d'une façon étrange mais je sentais que c'était pas bon. Et j'ai un ami qui m'avait dit qui est un ami doc, un médecin qui m'a dit écoute moi je te conseille, il y a beaucoup de médecins qui n'y croient pas, mais teste plusieurs molécules. Bien sûr. Peut-être qu'il y en a un qui te conviendra mieux. Et en fait c'était le meilleur des conseils. Le meilleur. Et j'ai testé un autre antidépresseur qui s'appelait la paroxétine et qui m'a totalement convenu et ça fait partie des gros déclics que j'ai eu pour aller mieux. Ça m'a totalement stabilisé. Ça m'a, il faut dire stop quoi. Exactement. J'ai repris l'appétit. T'as repris l'appétit. J'ai repris l'appétit et en fait c'est con mais je me souviens toute ma vie de ce moment-là où je passais devant une vitrine et je voyais des petites viennoiseries et c'est la première fois en 3 mois, 4 mois que j'avais à nouveau de l'appétit. J'ai faim, j'ai envie. Et ça a été un début de truc, un déclic, un petit croissant, machin. Et là j'ai senti en moi qu'il y avait un truc qui revenait, qui commençait à revenir. Exactement. Et en parlant de la dissociation était toujours là. Sauf qu'au final, je dirais pas que tu t'habitues, je sais pas ce que t'en penses, mais si, moi je pense que t'apprends à vivre avec en fait. C'est ça en fait. T'apprends à vivre avec et c'est, je pense, en apprenant à vivre avec, en arrêtant d'avoir peur au fur et à mesure, ça prend des années, moi ça m'a pris des années, même plus que toi, en apprenant à plus avoir peur de ces symptômes. Il y a ce qu'on appelle en psychologie du coup d'intégrer, parce que alors exactement, on aura l'occasion de parler des parts en psychologie, ce qu'on appelle des parts dissociées, c'est des états. En fait, il y a ce qu'on appelle le moi central, qui est, si je prends par exemple une planète avec des petits satellites autour, et ben ces satellites là qui sont comme des électrons libres, c'est ce qu'on appelle les parts en fait dissociées, les états dissociés. Et au fur et à mesure, l'idée c'est d'accepter comme une mère ou comme un papa, tu vois, qui prend dans ses bras en fait ces parts les embrasser quoi. Les embrasser. Et ça permet de se réintégrer, de retrouver son identité, et c'est que comme ça c'est fou ce que tu dis, parce que qu'on arrive à se réassocier en fait. De fou. Non mais complètement. Et je pense qu'on a tous une expérience personnelle de ça, mais je pense que ce que tu décris là, c'est un truc conducteur, enfin c'est un truc central. Et moi je sais que finalement durant cette période de dépression et de phase de dissociation qui étaient mêlées, les deux qui étaient mêlés, si on me demandait pourquoi, comment ça a disparu, d'abord la dissociation, enfin un mix des deux d'ailleurs, parce que ça va souvent ensemble. Et ben moi en fait c'est marrant, c'est exactement ce que tu dis là en fait. Plus je me suis rendu compte que plus j'y pensais, plus j'essayais de contrôler ça en mode c'est pas normal, vas-y non, concentre-toi pour que ça parte cette sensation. Plus c'était, pire c'était, ça explosait. Exactement. Et plus finalement je me suis dit, plus t'acceptes le truc, bon alors ça fait partie de toi en ce moment,
ça va être c'est un compagnon un peu chiant, mais ouais, c'est un compagnon qui va, c'est un compagnon que tu vas avoir pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Accepte-le, ouais. Parce que avec du recul, je me suis dit, la science est bien faite, enfin le corps est bien fait. Il y a probablement une raison pour laquelle exactement. Tu es totalement dissocié de ton corps. C'est ça. Faire confiance à son organisme. Exactement. En fait. Et accepter son état. Et c'est seulement en acceptant ce qui est dur quand même, parce que c'est facile à dire. C'est facile à dire. Ça prend des années en fait. Ah ouais. Des années. Et que finalement, à dose homéopathique, mais il y a eu 1% au bout d'une semaine ou 2 semaines qui est parti. C'est ça. 2% au bout d'un mois. Tout petit, hein. C'est exactement ça. Et c'est comme ça. Et il y a un jour, au bout de quelques années, c'est long, mais. Combien d'années franchement. Moi, dissociation janvier 2015 jusqu'à 2017. Après, on est tous différents. Il y en a qui vont avoir une phase beaucoup plus courte, il y en a ça va durer plus longtemps. Bien sûr. Bah, moi, ça a duré 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi, ouais. Donc, ça fait 2018 alors. Ouais, à peu près. 2018. 2019, quoi. On va dire que 2018. Non, alors je me suis. Bah ouais. 2018, j'étais bien. Et moi, j'ai compris que ça avait disparu. Allez, c'est incroyable parce que moi, c'est en 2018 que je sens que ça a commencé. Donc toi, pendant que ça y est, c'était passé, moi. On s'est filé le bébé, ouais. Ouais, c'est ça, on s'est filé le bébé. C'est exactement ça. Ouais. Et moi, pour ma part, ça a duré plus longtemps que toi. Moi, ça a duré. Jusqu'à. Ouais, en fait, moi, ça n'a pas été comme toi, parce que tu vas nous raconter, toi, comment ça a fini. Toi, c'était un peu du jour au lendemain où tu t'es levé. Bah, je te laisserai raconter. Moi, c'est vrai que ça a été plus dans la durée et plus dans quelque chose de diffus et tu vois et j'ai encore des états, des moments où je me sens un peu flottée, des trucs, tu vois, mais c'est encore là de temps en temps. Il y a des moments, tu vois, et puis c'est ok. Rien à voir avec avant. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que je suis plus dans la tétanie, je suis plus dans la crispation. Je me dis, ok, je connais ça, c'est une part de moi, ça existe. Exactement. C'est ok. Et tu sais que et le lendemain, tu sais que c'est plus là, et donc t'es content. Tu te dis bon, c'est plus comme avant où ça dure. C'est ça, c'est des phases, c'est des petits moments, comme quand t'es en colère, t'es en joie, t'es en machin. Exact. Bah là, il y a des moments où je suis un peu dissociée, et c'est ok. Souvent, ça arrive avec la fatigue ou avec. J'allais te le dire. Voilà. Plus la fatigue, ou un truc où t'as une pression. Exactement, une pression, un truc qui est stressant. Et c'est ok, tu vois. Et c'est complètement ok. Ça fait partie de mon historique. Et du coup, t'as eu aussi cette sensation de devenir fou, en fait. De tomber dans la folie, quoi. Tu te dis, ça y est, je vais sombrer dans la folie, quoi. Complètement, parce que c'est, de toute façon, le truc qu'on te l'a jamais expliqué. On t'a jamais expliqué, étant gamin ou ado ou même adulte, qu'on pouvait traverser une période comme ça, de pause au niveau de l'esprit. Donc, toi, tu l'associes à quoi en tant qu'adulte? À la folie, en fait. Au délire, à la folie. Tu dis, je suis en train de péter un plomb. Et t'en as peur. Il y a un truc qui se passe au niveau du cerveau et t'en as parlé. Est-ce que t'en as parlé à tes proches? Ça, c'est une excellente question. Est-ce que t'as osé? Bonne question. Alors, oui, j'en ai parlé à mes proches. J'en ai parlé à ma maman. J'en ai parlé à ma petite sœur. Et j'en ai parlé à mon mec. Ok, 3 personnes. 3 personnes. Et comment ils ont réagi? Intéressant. Alors, ma mère m'a beaucoup aidé à cette période-là parce que elle traversait depuis quelques mois. Je sais que c'est étrange. Ouais. Et j'ai vu ça comme un sort, comme une tragédie, un truc de fille. Enfin, je t'en ai pas parlé. Ma maman a vécu une dépression et elle a vécu la dépersonnalisation. Sauf que ma mère le traduisait en disant « je suis perché ». Je sais pas ce qui m'arrive, c'était son mot en fait, « je suis perché ». Et moi, ça faisait des années à ma petite sœur et moi qu'elle nous parlait de ça, qu'elle nous disait « les enfants, il m'arrive un truc, je comprends pas, ça me fait flipper, je suis perché, c'est inexplicable, etc. Je suis perché. » C'était avant toi, du coup? C'était avant moi. Putain. Parce que moi, j'étais là, à fleur de l'âge, pendant mes trucs. Ça me faisait chier pour elle, ça m'embêtait pour elle. Je me disais, mais je comprends pas ce qu'elle dit exactement, mais elle est pas bien, un brouillard, elle décrivait un brouillard, même un truc visuel, etc. Et je me disais, ça m'emmerde pour elle, j'aimerais que ça aille mieux, mais c'est pas que j'y prêtais pas attention parce que je l'aime beaucoup et je l'aime en fait et je voulais l'aider mais je voyais pas comment je pouvais l'aider. Et le jour justement où ça m'est arrivé et j'ai décrit le truc à ma mère m'a dit au téléphone, c'est la première et c'est grâce à elle je pense aussi que j'ai quand même réussi à tenir debout et pas finir tout de suite en mode hospitalisé, en mode grosse flip hôpital tout de suite hôpital psychiatrique. Elle m'a dit écoute Pierre, ce que tu traverses là c'est ce que moi je vis depuis des années, reste calme.
ça va être de l'angoisse, ça va durer un petit bout de temps. Et c'est normal. Je dis, mais est-ce que c'est normal? J'ai l'impression que je me souviens, c'est ce fameux matin en fait, tu vois, j'ai omis de parler de cet appel. Le fameux matin où j'ai découvert le truc quand je me suis réveillé. Et de janvier, exactement. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, je comprends pas là, j'ai l'impression que j'ai un problème au cerveau, je suis en train de tomber dingue. Je ne capte plus rien, je sais plus quand on est, je ressens plus rien. Et là, ma mère m'a dit, écoute Pierre, je pense que ça l'a fait chier d'entendre que l'un de ses enfants subissait ce qu'elle subissait depuis des années, mais elle m'a dit, c'est pas grave, elle m'a dit, ça va aller, tu traverses ce que moi j'ai traversé, donc je sais ce que tu traverses, oui, c'est normal, tu ressens ça. Elle me disait, et il y a ça, je disais, oui, il me disait, il y a ça, je disais, oui, machin. Elle me disait, écoute, là, et je me suis dit, d'un côté, j'ai quelqu'un qui m'écoute et qui sait ce que je traverse là, mais d'un côté, j'ai vu ce que pendant des années, là où ça l'a entre guillemets foutu, c'est-à-dire que ma mère a été comme fauchée par une bagnole du jour au lendemain, et c'est pas que je la reconnaissais plus, mais c'est qu'elle était dans une angoisse totale pendant des années. Et je me suis dit, putain, je vais traverser ce que ma mère en fait traverse, son état négatif, angoissé, anxieux. Et je me suis dit, putain, ouais, ça va être dur. Et donc j'ai eu cette annonce qui m'a fait comprendre ce que j'avais, sans vraiment comprendre ce qu'on avait, parce que même elle ne comprenait pas non plus. C'est-à-dire que ma mère savait ce qu'elle ressentait, elle savait que c'était ce que moi je lui décrivais à l'instant même, mais elle savait pas non plus, elle, ce qu'elle avait pendant toutes ces années. Elle a fait des recherches, elle comprenait pas, et elle était extrêmement inquiète. Elle pensait pareil, que ça allait durer éternellement et que personne la comprenait. Et en fait, il y a une sorte de, je sais pas comment t'expliquer, une sorte de pas de tragédie, mais de malédiction. J'ai ressenti comme une malédiction. Je me suis dit, putain, c'est un truc héréditaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même. Je ressens la même que ma mère. Toi aussi? Moi, j'ai cru que c'est que j'avais un mauvais sort. Bon, moi, c'est un peu différent parce que j'ai cru que quelqu'un m'avait jeté un mauvais sort. Je suis tombée dans la superstition. J'ai même consulté des gens un peu chelous, tu vois, genre pour dire comment on peut se défaire d'un mauvais sort. Ça m'étonne tellement pas. Mais oui, parce que c'est complètement ésotérique comme truc, c'est métaphysique total, quoi. Si ça tombe du ciel un peu du jour au lendemain, t'es plus toi-même. Ton âme, elle est détachée de ton corps. Enfin, ton âme ou ta fibre, pour ceux qui sont pas trop sensibles à ton âme, ton intérieur se détache de ton corps. Voilà. Et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a jeté un sort, quoi. Et qu'il faut. C'est complètement métaphysique en fait comme phénomène. Et je comprends tout à fait. Hein. T'as envie de d'élucider ça de toute manière. Avec la science, avec le côté paranormal, avec le côté, comme tu dis, sort, tradition. Tu t'explores tout parce que tu te dis putain, c'est écrit nulle part. C'est à toi de chercher. Et bah tu mets tous les trucs toutes les pièces de ton côté, enfin les chances de ton côté pour arriver à comprendre, au moins comprendre. Exactement. Parce que Et c'est pour ça que vraiment avec Pierre, on a vraiment là aujourd'hui le but c'est vraiment de commencer à ouvrir la parole sur ça. Parce que je me suis rendu compte par vos messages qu'on est très nombreux, en tout cas je le trouve à mon échelle, à avoir vécu des symptômes dissociatifs sans comprendre ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a très peu de supports médias, à la fois sur les réseaux et en ligne. Je pense qu'il y a une honte auprès de certaines personnes parce que t'as peur de te faire taxer pour un fou en fait. Oui, c'est ça. En mode, même toi, t'as l'impression à un moment donné que t'es fou, donc pourquoi les autres ne penseraient pas que t'es fou? Bien sûr. Le problème c'est que dans notre société actuelle, on sait que tout va vite et on n'a pas envie de se retrouver en mode étiquette. Bon, alors lui complètement dingue. HP, lui voilà, machin. Et ça n'empêche pas que tu peux rester fort, que tu peux rester inspirant, inspiré. Exactement. Et donc c'est important. Et justement, alors je te le dis, moi j'ai continué de créer, que ce soit niveau photo, vidéo, qui est ma passion en parallèle. J'ai continué tout ce qui est autoportrait, tout ce qui est. En fait, j'ai essayé de. Et plus j'étais angoissé, plus j'étais inspiré bizarrement. Moi aussi. C'est un truc de fou. C'est vrai ça. Et plus j'étais angoissé, plus j'étais inspiré pour justement tout ce qui est les autoportraits, ce que je fais depuis des années, ce que je faisais déjà depuis des années. Et alors, mon art s'est transformé un peu, le visuel a un peu changé, mais je continuais effectivement de sortir tout ce que j'avais et de poster. Et c'est marrant parce que quelques années plus tard, en fait, quand j'ai expliqué à certaines personnes ce qui m'était arrivé entre 2015 et 2017, et des personnes qui ne me connaissaient pas forcément directement, mais qui me suivaient sur les réseaux, m'ont dit putain, mais
on aurait jamais cru que t'étais aussi au bout du rouleau, torturé à l'intérieur. Torturé. Ouais. En fait, c'est un truc, faut savoir que c'est un truc qui ne se voit pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver en soirée, on peut se retrouver au sport, en soirée. En fait, les gens vont pas le voir, c'est pas écrit sur ta tronche que t'es en terreur totale et que tu es en train de mourir à l'intérieur, quoi. C'est invisible, c'est totalement invisible. Ouais. Donc tu expliques, on te demande comment ça va. Tu dis, c'est un peu compliqué en ce moment, les gens disent, ouais, bon, ça va aller, machin. Ouais, mais tu vas pas dire, je suis dissocié, je me reconnais plus dans le miroir, je sais plus qui je suis. Exactement. Et en fait, t'as envie de leur dire, écoute, ça va, mais je survis. Ouais. Sauf qu'au final, les gens comprendront pas. Je veux dire, comment ça, tu survis, mais tout a l'air d'aller bien. C'est ça. Non, je suis en train de cramer à l'intérieur, il y a plus rien. Là, tu vois de la chair, mais c'est de la cendre à l'intérieur. C'est ça. Il y a plus rien. Ouais. Je suis désespéré. C'est ça. Et puis il y a aussi, comme tu as dit, tout va très vite. Il y a une course aussi à la compétitivité, à l'efficacité dans notre société. Ouais. Et du coup, t'es un pion mort, quoi. Si tu dis je suis dissocié, on va te mettre de côté, quoi. Et c'est une pression en plus. C'est une pression. La société, je sais pas si toi tu l'as ressenti. Carrément. Et en fait, t'as la dissociation, t'as la dépression. T'as toi tes symptômes et en plus t'as un truc, en fait on en parle pas assez, c'est un hamburger quoi. T'as un truc en plus, c'est la société. Et franchement je sais pas toi, mais moi je sais que si j'avais vécu pendant ces 2-3 ans dans une ferme avec tout le confort, isolé, beaucoup de lecture etc, ça aurait été beaucoup mieux. Tu vois, sur une île avec tes brebis, c'est clair. Que là la société, Paris, 2016 à l'époque. Et maintenant même encore plus, je dirais. Mais putain, t'es dans un truc où tout va vite, où compétitivité, l'esthétisme, le truc, le business, l'étiquette qu'on te colle hyper rapidement, l'efficacité, la fierté aussi, parce que après on est tous différents, mais ouais, c'était très dur de tout mêler. Ça a été en fait, c'est ça, c'est des putains de couches qui se superposent. C'est ça. Et ça s'arrête jamais, quoi. C'est ça. Et t'as honte. Moi j'avais honte, je culpabilisais. Je culpabilisais, je me disais putain, mais je culpabilisais tout le temps en fait de pas être vraiment présent lors des conversations, genre je faisais pas pouvoir vivre le moment aussi. Exactement, en présent quoi. Même culpabiliser auprès de toi-même, genre t'as un blocage quoi. Il y a des moments de trucs. Je loupe des trucs, je loupe tout toutes ces années. C'est ça. Je sais pas si tu toutes ces années, ouais, c'est ça, tu dis c'est des années normales, t'es comme si tu étais mort quoi. On a qu'une fois 30 ans, on a qu'une fois 31 ans. Ouais. Moi les années comme toi, tu dis ces années-là, ça aurait été un peu en pause, quoi. Ça aurait été un peu en pause, quoi. Je sais pas comment tu mais moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça a été une forme de mort, hein, clairement. Moi, dans mon film, d'ailleurs, je le montre, ça, cette mort intérieure, en fait. Hein, et puis, tu renais au fur et à mesure. Tu te reconstruis, tu reprends tel morceau, un peu comme les poteries là, japonaises, là, l'art japonais, où on recolle les morceaux au fur et à mesure avec de la colle en or, là. Le phénix. Ou le phénix qui renaît de ses cendres. Exactement. Pas comme la bougie que j'ai cassée tout à l'heure. Elle ne renaîtra jamais de ses cendres. Bah ouais, c'est ça. Son âme. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. Et toi, du coup, tu m'as expliqué un peu comment tu t'es remis de tout ça. Est-ce que tu peux me décrire un peu ce jour où t'es revenu un peu à la vie, où genre les couleurs sont devenues plus vives, où le voile un peu, c'est un peu commence à se lever, c'est un peu levé quoi, un voile entre toi et le monde, entre ton cerveau et le monde. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment tu l'as vécu, ce moment où tu reviens à la vie, et puis en même temps, qu'est-ce que tu as fait? Quelle thérapie? Ça peut être une thérapie déjà. Quelles sont les voies thérapeutiques à la fois officieuses, genre médicales, mais aussi, je sais pas, la danse, la trance comme moi, du coup. Voilà, raconte-moi un peu ça. Alors moi, il faut savoir que plus je parlais de cet état, plus je me confiais, que ce soit à mon psy à l'époque, ou à mes proches, ou à ma mère, ou moi, certaines personnes très proches à qui j'avais confié ça. Plus je parlais, plus j'ai l'impression que ça allait mieux en fait. En fait, plus j'extériorisais comment je me sentais, plus le soir quand je me couchais, le jour même, si j'avais un peu extériorisé, je me sentais beaucoup mieux. C'était beaucoup plus léger. Et plus je gardais pour moi, plus je sentais que ça remontait en fait. Donc déjà, parler énormément. Moi je trouve que même si t'as honte de ce qui t'arrive parce que tu dis mais en fait je suis dingue ou personne va comprendre, il y aura toujours des gens, je pense, qui vont comprendre. Il y aura toujours des gens qui tu le sais pas, mais qui vont avoir cette sensibilité, ou même s'ils l'ont pas traversé, ils vont dire je comprends pas mais je te crois et je t'écoute, et en fait donc parler de ça, extérioriser auprès de personnes de confiance quand même, tu vas pas balancer ça à n'importe qui. Faut quelqu'un de bienveillant quand même. Exactement. Et ça va te faire un bien. Et moi, si on m'avait dit que parler finalement ça aidait autant, ça allégeait autant, je pense que je l'aurais fait encore bien avant en fait. Donc déjà le fait de parler, ça m'a beaucoup aidé. Après, la vie fait que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais, parfois t'as mal à la tête. Encore une fois, je reprends l'exemple du Doliprane.
tu prends un Doliprane. Donc en fait, au moment où t'as mal à la tête, t'es focus. J'ai mal, tu penses qu'à ça, t'as mal, putain, j'ai mal à la tête, j'ai mal. Tu prends le Doliprane, ça commence à agir, et tu te dis pas, ah, j'ai plus mal à la tête, ah, c'est cool. En fait, tu commences à faire d'autres trucs, et t'oublies, tu commences à oublier que t'as eu mal à la tête, et à un moment donné, genre, tu te recules, et tu te retournes, tu dis, en fait, j'ai plus mal. Ça fait 3 quarts d'heure que je fais ça, et j'ai zappé, mais en fait, j'ai plus mal. Et ben en fait, pour moi, personnellement, c'est un très bon exemple de la façon aussi dont la dépersonnalisation, c'est, je dirais, évaporée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément. Ouais. Elle s'est évaporée aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que la vie doit continuer. La moi, vie je pense. continue, exactement. Ouais. Et il se passe si, alors t'as telle joie, t'as telle joie, telle colère, tel étonnement, telle agréable surprise, telle désagréable surprise. Et en fait, la vie, elle reprend son cours. Et tu te retournes et tu te dis, au bout d'une semaine, non, même au bout d'une journée, tu te dis, oh putain, mais en fait, j'ai zappé, mais en fait, aujourd'hui, j'étais pas hors de mon corps. J'avais pas cette sensation. J'étais plus dedans. Ouais, j'étais plus dedans, en fait. J'étais moi-même. Et tu te dis, oh putain, bah tu vois, j'ai juste pas pensé, en fait. C'est ça. Alors, le lendemain, tu l'es peut-être à nouveau, là. Ouais. Mais en fait, c'est dose homéopathique. Et petit à petit, moi, en fait, ça s'est fait comme ça. Petit à petit, finalement, il y a eu la vie. Comme je te disais, il y a eu la vie, il y a eu tel truc cool, tel truc pas cool. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est dissipé. Et un jour, je me suis dit, putain, mais en fait, ça fait au moins 1 ou 1 ou 2 semaines, j'ai vécu ça. Et j'étais trop content de vivre ça. Et en fait, il n'y a pas eu, dans ce souvenir de cette semaine, j'ai pas eu de souvenir de ressentir cette dépersonnalisation et d'être hors de mon corps. Et j'ai pas eu d'angoisse. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, personnellement, c'est arrivé comme ça. D'accord. Ouais. Et c'est ça, c'est décentrer l'attention. Des petits déclics, quoi. C'est ça. Ouais. C'est commencer à se dire, bon, j'arrête de. Je vais faire un effort mental, je pense, de dire, j'arrête de penser qu'à ça. Je regarde ce qu'il y a ailleurs, autour de moi, pour en fait décentrer, défocaliser l'attention et commencer à revivre, en fait, à sortir du mode survie au fur et à mesure. Exactement. Et est-ce que t'es passé par des thérapies? Est-ce que t'as fait une thérapie? Oui. Alors il se trouve que j'ai vu un psychiatre. Oui. J'ai vu un psychiatre au début de ma dépression qui me guidait pas vraiment, qui m'écoutait, qui était là pendant tout le truc et qui balançait des petites phrases à droite à gauche. Donc d'un côté, ça m'aidait un peu parce que finalement, je lâchais un peu mon sac, je l'extériorisais un petit peu ce que j'avais en moi. Mais on va dire que ça me stabilisait, mais il n'y avait pas un truc de fou. Et j'ai vu une autre personne qui était lui psychologue, qui, lors de mes crises d'angoisse, m'a énormément aidé. Et m'a aidé finalement à évoluer dans le côté, effectivement, le côté moins obscur de la force et de retourner un peu vers cette lumière qui a contribué au fur et à mesure après à cette fameuse dissipation, évaporation, comme je l'évoquais, de cet état en fait et de ces symptômes, quoi. Donc il y a eu exprimer les choses qui m'a aidé. Il y a eu quand même cet antidépresseur qui m'a aussi beaucoup aidé, malgré tout. Et il y a eu effectivement ce psychologue qui m'a aidé à gérer mes crises d'angoisse et la lecture, beaucoup de lecture sur ça en fait, apprendre en fait, comprendre ce qui se passe. Renseigner. Exactement, en fait c'est un mix de tout ça. C'est clair. Il n'y a pas un truc en particulier qui a fait putain c'est... Oui, c'est un ensemble, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut bien l'expliquer qu'il n'y a pas de solution miracle et ceux qui vous le diront c'est des charlatans parce qu'il y a beaucoup de centres de psychologie qui cherchent à vendre des thérapies ultra courtes et on vous dit en quelques séances, en 5 séances vous serez guéri. Alors franchement gardez votre argent, gardez-la plutôt pour voyager, pour vous aérer l'esprit et à te retrouver toi-même, vous retrouvez vous-même et vous ressentez. Et du coup, tu voulais. Je t'ai coupé en fait. Ah non, je sais plus ce que je disais. Mais donc, psychologie, psychologue, et qu'est-ce qui te proposait comme outil thérapeutique? Moi-même, en fait. C'est con, hein, mais tout ce qui est respiration. Respiration, en fait, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Respiration, se recentrer. Accepter aussi l'état. Accepter l'état, en fait. Ne pas essayer totalement de le fuir en mode putain, non, te mettre des œillères. T'es comme ça actuellement, mais c'est pas grave, c'est ton corps qui réagit. Accepte le truc, laisse sortir. T'as envie de pleurer, mais pleure. En tout cas, accepte ton état et laisse le truc sortir en fait, quoi. C'est surtout ça en fait, le schéma en gros de ce qui m'a appris et ça m'a énormément aidé, quoi, en fait. Accepter le truc et laisser sortir en fait, quoi. Et laisser passer la crise d'angoisse, arrêter d'essayer de crisper sur la chose. Non putain, c'est pas normal, faut pas, je garde pour moi. Putain, laisse sortir le truc et pleure et laisse-toi.
et laisse-toi aller en fait et accepte ton état. Moi ça m'a beaucoup aidé, ouais. Accepter son état aussi. Au moment où t'es vraiment mal, bah, écoute, ça, c'est comme ça, culpabilise pas, c'est comme ça, accepte le truc, il est là de toute façon, donc accepte-le, embrasse-le, comme tu disais tout à l'heure, et puis au final, plus tu l'embrasses, plus tu l'acceptes, plus le truc il passe en fait. C'est ça. En fait, tu fais ça, en fait, il n'y a plus rien, le truc est déjà parti. Exactement. Donc tu vois, c'est... Mais c'est le principe des émotions, en fait, les émotions difficiles, plus on les contre, plus on cherche à les rejeter, plus elles vont se renforcer. Donc c'est, je pense, le premier geste, c'est, comme tu as dit, l'acceptation. Après, tu as évoqué la respiration, c'est vrai que ça aide, le fait de redescendre. Il y a des outils comme la pleine conscience aussi, la méditation. Et si vous n'êtes pas, si la méditation ça vous parle pas, juste le fait de respirer, de prendre le temps de remplir ses poumons, de sentir l'air passer dans le corps, ça peut aider. La méditation, moi je suis trop nerveux, du coup j'ai jamais fait de méditation, j'arrive pas. Mais donc moi j'ai vraiment fait avec justement la respiration, mais j'ai plein de proches qui me disent mais t'es super speed, de toute façon fais de la méditation, mais j'ai un peu de mal. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça aide énormément, mais c'est vrai que moi j'ai une boule de nerfs et j'arrive pas. Après on a chacun, ça peut être marcher dans la forêt, ça peut être regarder un bon film, faire des choses qui nous permettent de se réancrer dans le moment présent en fait. C'est ça, exactement. Se réancrer dans le moment présent quoi. Tout en laissant sortir ses émotions quoi, sans garder totalement à l'intérieur de soi quoi. C'est ça. Ok. Je réfléchis si je regarde si j'en ai tout dit, mais. Moi je réfléchis s'il y a un truc. Si je peux me permettre, moi, je sais pas si toi ça t'a déjà fait ça, mais moi maintenant je suis sorti entre guillemets de cet état et la vie a repris le dessus et je vais beaucoup mieux et j'ai l'impression que c'est une autre vie en fait en fait on dit toujours on a plusieurs vies dans une vie. Oui, c'est vrai. Cette période de ma vie en fait c'était vraiment c'était moi mais en étant un autre moi quoi. J'ai l'impression que c'est très très loin maintenant. Et je me suis toujours demandé ce que j'aurais aimé qu'on me dise en fait. Qu'est-ce que j'aurais aimé que le moi adulte plus tard, qui a réussi à passer ces épreuves-là et qui va beaucoup mieux, qu'est-ce que j'aurais aimé finalement qu'ils me disent. C'est trop bien, Et parfois je me dis que j'aurais bien aimé me prendre dans les bras à l'époque et me dire tu sais quoi, ça va aller. Tu vois, j'en suis la preuve, t'es même plus fort qu'avant, t'es différent, mais t'as repris la vie, tu t'aimes à nouveau la vie, t'as retrouvé tes passions, Et si justement j'avais un conseil à donner à ce petit Pierre de 2016, ce serait n'aie pas peur en fait. Alors t'es terrorisé, c'est facile à dire parce que là t'es terrorisé au moment où tu vis le truc et moi je suis plus terrorisé, mais n'aie pas peur, laisse-toi aller, fais-toi confiance à toi. Et il y a plein d'aides, il y a des petites aides à droite à gauche qui vont t'aider, mais tu es le truc central de ta propre aide. La solution en elle-même, elle est en toi en fait, c'est-à-dire elle est en toi, la solution elle est en toi et tu vas réussir de toi-même à l'instinct à surmonter tout ça et n'aie pas peur, même si t'es terrorisé à ce moment-là, mais n'aie pas peur, fais-toi confiance et putain t'inquiète, la vie elle est longue et t'auras plus le nez dedans dans quelques années quoi. C'est ça. Et c'est la plus belle chose à dire et je pense que s'il y a des gens qui... Non mais c'est clair, moi j'aurais dit exactement la même chose. Si je devais parler j'aurais dit exactement pareil, si je devais parler à pareil comme tu dis à la petite Cindy il y a 4-5 ans et je le dis pareil aux gens qui traversent peut-être ça en ce moment, je pense qu'il y en a forcément. C'est ça en fait. Énormément, il y en a sûrement beaucoup. Énormément. Il y en a beaucoup. Ça, Bien sûr, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. C'est juste qu'on n'ose pas en parler, donc on peut pas vraiment savoir. Et c'est vraiment de se dire que tout est en vous en fait. Toutes les ressources sont là, elles sont accessibles, ça fait très peur. C'est terrifiant comme. C'est une des choses qui terrorisent tout le monde. C'est badouf. Il n'y a pas vraiment plus que toi-même. C'est ça. C'est toi-même, il n'y a rien de pire que toi-même en fait. C'est ça. Oui, on dit l'enfer c'est les autres, mais je pense qu'aussi l'enfer c'est aussi soi-même en soi. Ça peut être le soi en fait. Et c'est de comprendre que ça va passer. Ça va passer, ça prend du temps, chacun les durées. Moi ça a pris plus de temps que Pierre typiquement. Mais ça va passer et il faut continuer à vivre. Je pense que la clé, c'est laisser l'eau continuer à couler. Couler sous les ponts. Ouais, exactement. Couler sous les ponts. C'est ça. On est à Paris, on fait des petits jeux de mots, tu vois. La Seine. Et puis, je me permets aussi. Bien sûr. C'est aussi grâce à des personnes comme toi
qui cherchent plus loin que le bout de leur nez par rapport à ça et qui essaient finalement d'aider aussi les autres par rapport à ce que toi tu as vécu. Et je trouve ça incroyable. Je dis pas ça pour mais ce que tu fais, enfin finalement tu fais partie des petites sauveuses finalement. Non mais c'est vrai, non mais c'est finalement c'est énorme ce que tu partages et ce que tu essaies de comprendre et ce que tu essaies de faire connaître aux autres en final. C'est aussi aider la petite Cindy finalement qui lorsqu'elle connaissait pas du tout ce qui se passait par rapport à ça, c'est l'aider, c'est aider tous les autres, c'est ouvrir, c'est mettre de la lumière sur un truc qui est pas connu finalement. C'est la dépersonnalisation qui se lie à la dépression. Personne n'en parle, la dépersonnalisation. Donc heureusement il y a des personnes comme toi qui mettent ça en lumière et puis qui vont faire avancer les choses. Et je suis sûr que c'est justement grâce à des personnes comme toi, des petites gouttes dans l'océan, mais qui dans, je sais pas, quelques dizaines d'années, cinquantaine d'années, j'en sais rien, mais un jour, la dissociation sera aussi connue que finalement la dépression ou que d'autres choses qui sont très connues maintenant. Et tu feras partie des précurseurs finalement. Non, c'est bon. On fera du coup parce que t'es le premier. On veut dire je participe au truc mais parce que tu me sollicites mais c'est toi le catalyseur quoi. Mais sans effectivement des personnes comme toi qui acceptent de prendre la parole courageusement et de se mettre à nu quoi en fait de dire ok c'est bon j'assume et j'en parle avec fierté avec tu vois genre ça serait pas possible non plus. Donc merci aussi à toi d'être là avec moi tu vois c'est cool. Ça me touche beaucoup et tu vois tu m'as fait un petit message vocal hier qui m'a grave touché sur ton impression sur le film sur la vibe du film. Du coup si tu peux me dire un peu ce que t'as ressenti et en quelques mots voilà le film c'est quoi pour toi quoi. J'ai vraiment l'impression que ça mêle autant le côté documentaire que le côté explicatif finalement aussi de tout ça, le côté artistique, le côté esthétique. En fait il y a un tout, j'ai l'impression, et le côté bien sûr personnel de ce que tu as traversé, une sorte de journal intime. Le film Transthérapie, ton bébé, en fait c'est un ovni quoi. C'est un putain d'ovni incroyable qui mêle finalement explication, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont trouver des réponses, forcément des réponses dans ce film. Il y a ce côté esthétique, parce que t'as un bijou, parce que t'as un œil, t'as fait un truc, non mais c'est vrai, je dis ça sincèrement, t'as fait un truc extrêmement touchant, esthétique, et à la fois tellement vrai en fait, tellement raw comme on dit. Genre c'est comme si on avait inséré, tu sais, l'espèce de petite caméra dans ta tête ou dans ta gorge, enfin tu vois. Et au final là, on capte sous la forme visuelle d'un ovni, d'un film, mais ton intérieur, ce que t'as vraiment ressenti, ce que t'as vécu, ton journal intime, et avec un côté poétique de ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. En fait, c'est un mix. Alors, je dis vraiment ça sincèrement. C'est un petit ovni, un bijou en fait, dont on a besoin en fait. Et je suis sûr qu'il va faire beaucoup de bruit et que les gens vont en parler parce que c'est dit de façon, c'est élégant et c'est raconté et c'est filmé de façon à la fois honnête, mais à la fois douce et à la fois agressive et à la fois. En fait, c'est un mix de tout. En fait, c'est intense. C'est ce que tu as vraiment rencontré, c'est ce que tu as vraiment vécu. Et je pense sincèrement que ça va aider énormément de personnes. Et je suis persuadé qu'on va entendre parler de ton bébé beaucoup plus et beaucoup plus loin que ce que tu aurais imaginé quand tu as filmé tout ça et que tu as traversé tout ça. Et t'as pas fait tout ça et t'as pas traversé tout ça pour rien, moi j'en suis persuadé. Il va y avoir un effet boule de neige, un effet papillon et tu vas toucher des gens et tu m'as touché et tu vas continuer de toucher des gens et merci pour ça quoi. Le film Transthérapie c'est absolument à voir, absolument. C'est la concierge qui sort les poubelles. Ah yes, putain, ça m'a trop touché ce que tu viens de dire. Je t'en prie. Mais tu rigoles, mais je te dis ce que je pense, voilà quoi. Waouh. Tu fais partie de ces gens qui se bougent le cul et qui ont envie d'aider les autres, finalement, de s'aider soi-même, mais au final d'aider les autres par la même occasion. Et c'est hyper généreux de ta part, en fait, ce que tu fais. Et t'étais pas obligé de le faire. Non. T'étais pas obligé. Non, mais comme tu l'as fait pour toi et pour les autres. Ouais, c'est ça en fait. C'était une forme de thérapie filmique aussi pour moi, le fait de montrer ce que je vivais en même temps que de le filmer en même temps que je le vivais. Ouais. Si tu devais utiliser 3 mots pour parler du film ou 3 émotions que tu as ressenties en regardant le film. C'est puissant. C'est extrêmement puissant. Le rythme, l'image, il y a quelque chose de puissant en fait. Il y a une force dans tout ça. Donc je dirais puissance.
Je dirais époustouflant. Parce qu'on est extrêmement étonné en fait. Je sais pas si on s'attend à ça avant de le voir, mais c'est époustouflant. On est étonné, on a le souffle coupé, on est pris dans le truc et moi je dirais époustouflant, clairement, époustouflant, innovant parce que moi j'ai jamais vu ça. Personnellement, j'ai jamais vu un film qui est à la fois documentaire, il y a de la poésie, du coup tu mets le tout à l'intérieur. Et encore une fois, tes tripes. Et moi j'ai jamais vu ça. Enfin, du moins je vais souvent au cinéma. Exactement. Je vais souvent au cinéma. J'ai jamais vu ce format-là. Jamais. Il y a un côté extrêmement honnête en fait et c'est extrêmement innovant. Non, c'est extrêmement innovant. Voilà, je dirais puissant, innovant et époustouflant. Clairement. Non, magnifique. Donc est-ce que tu recommandes de voir le film du coup? Ah non mais c'est au-delà, c'est pas que je recommande de voir le film, c'est que pour moi c'est extrêmement important que les gens voient Transthérapie et je dirais même au-delà de le recommander, je dirais faites-nous confiance et allez le voir, honnêtement c'est extrêmement important, en 2025 que le monde ouvre les yeux sur ce sujet et quand c'est dit et expliqué et raconté de façon aussi belle comme tu l'as fait, c'est un bonbon, c'est un bijou, c'est un ovni, on se laisse aller dans le truc quoi, c'est exceptionnel. À voir. Foncez le voir, absolument à voir. Transthérapie, absolument à voir. Trop bien. C'est sincère. Merci. Avec plaisir. Merci Pierre, merci beaucoup. Ah oui mais non mais le plus que c'est que j'ai même là je le pense vraiment en plus. Mais oui je sais, je t'aurais pas fait dire. Je suis pas un peu rouge là, regarde. Un petit peu. Oui, alors justement, j'allais dire. En fait, j'essaie de rattraper le truc. Action, on reprend. Bien. Alors attends, bouge pas. Vas-y, je t'en prie. Parce que je me connais, je vais mes mots. Non, j'arrive. Non mais je comprends, en plus là on est en fin de journée et j'adore cette scène. Imagine le truc. Ouais, genre là. Et je te regarde vraiment droit dans les yeux, genre avec le petit. Ouais, ça se bien sûr. Tu me fais trop rire. Attends, j'ai juste. Voilà, là. Yes. T'inquiète. Attends. Je la mets là. Hop. Nickel, hein. Nickel, ma belle. Ouais, grave. Ma belle, en fait. Je sais pas si